Imaginez que vous êtes un éclaireur mongol en hiver. C'est l'année 1243. Vous vous tenez à l'orée d'une forêt septentrionale si dense que la lumière du soleil touche à peine la neige. La laine de votre cheval crée des nuages de givre dans l'air. Derrière vous s'étend un empire qui a conquis la moitié du monde connu, des rivages du Pacifique aux portes de Vienne. Vos commandants n'ont jamais perdu, jamais reculé, jamais échoué. Vous avez entendu les histoires murmurer autour des feux de camp. Ce sont des récits d'invincibilité qui se répandent plus vite que vos armées ne pourraient jamais le faire. Les villes se rendent Mantassan à la seule vue de vos bannières. Les rois fuient avant l'arrivée de vos cavaliers. Mais ici, dans cette étendue sauvage gelée loin au nord de toutes les cartes que vos généraux comprennent, quelque chose est différent. La forêt devant vous recèle quelque chose que votre empire n'a jamais rencontré. Quelque chose qui ne vous craint pas. C'est là que tout ce que vous savez sur la guerre est sur le point de changer pour toujours. Ceci, c'est la légende de la bataille de la forêt gelée. C'est une confrontation que les chants nordiques prétendent avoir changé le destin de l'empire mongol. Aucune chronique officielle ne rapporte cette rencontre. Aucun historien de cour n'a documenté ce qui s'est passé dans ces bois sombres. Mais les histoires samir transmises de génération en génération parlent d'une petite bande de guerriers d'origine nordique. Ces hommes s'appelaient les Varangir Ulfr, la garde des loups. Ils se sont dressés contre la plus grande machine militaire que le monde ait jamais connue. Ils ont gagné. Mettons la scène en place. En 1243, l'Empire mongol avait accompli ce qu'aucune force dans l'histoire n'avait jamais fait. Des steppes d'Asie centrale, ils avaient déferlé sur les continents comme un feu de brousse. Leur guerre psychologique était légendaire. Avant même le début des batailles, ils répandaient des récits de leur brutalité. Ils allumaient des feux de camp supplémentaires pour faire paraître leurs nombres immenses. Ils montaient des mannequins sur des chevaux pour créer l'illusion de hordes infinies. Les villes se rendaient sans combattre. Leur population était déjà brisée par la peur avant que la première flèche ne vole. Les Mongols comprenaient une chose fondamentale que leurs ennemis ignoraient. La terreur était une arme plus tranchante que n'importe quelle épée. Lorsque les défenseurs voyaient ces cavaliers approcher, ils entendaient le tonnerre des sabots. Ils entendaient aussi le sifflement des arcs composites. Beaucoup avaient déjà perdu la bataille dans leur esprit. Leurs tactiques militaires étaient révolutionnaires. Organisée en unités décimales de dizaines, de centaines et de milliers, l'armée mongole avançait avec une précision inégalée. Ces Toumen comptaient 10 000 hommes. Les forces européennes ne pouvaient rivaliser. Ils pouvaient coordonner des attaques sur des centaines de kilomètres, apparaissant de plusieurs directions simultanément. Leurs archers à cheval pouvaient tirer avec précision au grand galop. Ils relâchaient des flèches sous des angles que leurs ennemis ne pouvaient prévoir. Ils utilisaient de fausses retraites pour attirer leurs adversaires dans des embuscades mortelles. Ils faisaient semblant de fuir pendant des jours. Puis ils se retournaient pour encercler leurs poursuivants sur des terrains de combat minutieusement préparés. Ils adaptèrent bien que la technologie de siège des ingénieurs chinois. Ils incorporèrent des catapultes et des armes à poudre dans leur arsenal. Chaque peuple conquis contribuait de ses connaissances à la machine de guerre mongole. Cela la rendait plus forte, plus polyvalente et plus imparable à chaque campagne. Mais voici ce qui les rendait vraiment terrifiants. Ils apprenaient de tous ceux qu'ils combattaient. Lorsqu'ils rencontraient des villes fortifiées, ils capturaient des ingénieurs. Ils les forçaient à construire des engins de siège. Lorsqu'ils faisaient face à la cavalerie blindée, ils l'étudiaient et la contrecarraient. Les Mongols n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient des prédateurs adaptatifs qui évoluaient à chaque bataille. En 1243, ils avaient vaincu les dynasties chinoises, les empires perses, les princes russes, les chevaliers polonais et les rois hongrois. Ils semblaient véritablement invincibles. Leur réputation les précédait de plusieurs mois.
cela brisait le moral de l'ennemi avant même le début des combats. Ce n'était pas seulement une armée. C'était une force de la nature enveloppée de soie et d'acier. Cependant, en s'enfonçant dans les territoires du Grand Nord, ils ignoraient une chose. Ils étaient sur le point de rencontrer un peuple qui se souciait peu de leur réputation. Il s'agissait de descendants de Vikings, des bandes de guerriers dispersés. Ils avaient servi comme gardes-varègues à Constantinople. Ces mercenaires avaient combattu de la Méditerranée à la Baltique. Ils comprenaient une vérité fondamentale. La réputation ne signifie rien au combat. Seule l'habileté, le terrain et une détermination absolue importent. Et ils étaient sur le point de le prouver. Selon les légendes conservées dans les vieilles ballades nordiques, le chef de cette bande était un homme nommé Björn Ironhand. Cela pourrait cependant être un mythe plutôt que l'histoire. Les chants le décrivent comme un ancien varègue revenu dans le nord après des années de service auprès des empereurs byzantins. Il avait combattu des Arabes en Terre Sainte. Il avait combattu des Bulgares dans les Balkans et des pirates en Méditerranée. Il avait vu la guerre de siège, les charges de cavalerie, les batailles dans le désert et les embuscades en montagne. Plus important encore, il avait eu connaissance des tactiques mongoles indirectement. Il les avait apprises par des marchands et des survivants qui avaient fui vers l'ouest. Il connaissait leurs méthodes. Il comprenait leur psychologie. Il avait rassemblé autour de lui environ 300 guerriers. Il partageait sa compréhension. Les Mongols pouvaient être vaincus, mais pas en les affrontant en terrain découvert, là où leur mobilité dominait. Il fallait les faire combattre selon votre stratégie, et non la leur. Mais voici le rebondissement qui rend cette légende si fascinante. Les Mongols n'étaient pas venus au nord à la recherche de conquêtes. Un Tumen d'environ 8000 hommes avait été envoyé au nord. Il était commandé par un général que les légendes nomment Kaidu, petit-fils du grand Khan. Cet envoi eut lieu durant l'hiver de 1242 comme punition. Après le retrait inattendu des Mongols de Hongrie, des questions avaient surgi. Ce retrait était dû à des conditions météorologiques transformant les plaines en marécages. Des décisions de certains commandants étaient alors remises en question. Kaidu avait préconisé de s'enfoncer plus profondément en Europe malgré les inondations. En guise de punition, il fut envoyé au nord. Sa mission était de cartographier et de sécuriser des territoires sans valeur stratégique. Ces terres gelées ne généraient aucun tribut. Les forêts ne pouvaient pas correctement soutenir leurs chevaux. C'était une humiliation déguisée en mission. Kaidu le savait. Les récits historiques, aussi fragmentaires soient-ils, suggèrent que Kaidu était brillant, mais fier. Il avait gagné des batailles en Perse. Il avait écrasé la résistance en Russie. Il comprenait également bien la guerre de siège et les tactiques mobiles. Mais maintenant, il dirigeait 8000 hommes à travers des territoires qui mettaient à l'épreuve tout ce sur quoi les Mongols comptaient. La neige épaisse ralentissait leurs chevaux. Les forêts denses annulaient leur mobilité. Le froid était différent de tout ce qu'ils avaient connu, même des hivers mongols qu'ils connaissaient. Ces éclaireurs signalèrent de petites colonies devant eux. C'étaient des communautés de chasseurs et de commerçants qui vivaient en lisière de forêt. Des cibles faciles. Ce seraient des endroits pour démontrer que même dans cet enfer gelé, la suprématie mongole restait absolue. L'occasion de restaurer une certaine fierté. Il fallait rappeler au monde que, mission punitive ou non, ils étaient toujours les conquérants des nations. Ce que Kaidu ignorait, c'est que Björn Ironhand suivait son armée depuis 3 semaines. Utilisant des techniques apprises durant des décennies de guerre, la garde des loups se déplaçait dans les forêts comme des fantômes. Ils connaissaient intimement ces bois. Ils savaient lire la neige. Ils savaient se déplacer silencieusement sur un sol gelé. Ils maîtrisaient l'utilisation du terrain comme arme et bouclier.
Alors que les éclaireurs mongols signalaient des forêts vides, les hommes de Björn étaient partout. Ils observaient, apprenaient, comptaient leurs effectifs. Ils identifiaient leurs commandants et comprenaient leurs lignes d'approvisionnement. Et ils préparaient un piège qui transformerait chaque avantage mongol en faiblesse. L'emplacement choisi était parfait. C'était une vallée étroite entourée d'une dense forêt de pins. Un ruisseau gelé la traversait en son centre. Les Mongols devraient s'engouffrer dans cette vallée pour atteindre les colonies au-delà. Leurs éclaireurs étaient bimentés passés quelques jours plus tôt et l'avaient signalé comme dégagé. Ce qu'ils ne virent pas, c'étaient des préparatifs. Les hommes de Björn avaient passé des semaines à couper certains arbres à mi-hauteur. Ils les laissèrent debout, mais prêts à tomber d'un seul coup de hache. Ils avaient recouvert des fosses peu profondes de branches et de neige. Ils avaient positionné des archers dans le dense feuillage. Les archers à cheval mongols ne pouvaient pas y manœuvrer. Ils avaient sans créer des chemins cachés à travers les arbres. Ces chemins permettraient aux défenseurs de se déplacer rapidement. Les assaillants, eux, s'embourberaient dans la neige épaisse. De manière plus ingénieuse encore, ils avaient préparé ce que les chansons appellent le piège de feu. Cependant, ce que cela impliquait exactement reste flou dans les vers survivants. Au matin de la bataille, selon la légende, Björn positionna ses 300 hommes avec une précision chirurgicale. 60 archers étaient cachés dans les arbres des deux côtés de la vallée. 80 lanciers étaient dissimulés derrière des barrières de bois recouvertes de neige et de branches. 80 guerriers supplémentaires furent positionnés pour faire tomber les arbres précoupés sur la ligne de marche mongole, et 50 réserves. Les meilleurs combattants au corps à corps étaient cachés plus profondément dans la forêt pour la phase finale. Les Mongols sont entrés dans la vallée en formation de colonnes. C'était une procédure standard pour les terrains boisés. Des éclaireurs les précédaient. La cavalerie légère protégeait leurs flancs. Selon les normes mongoles, c'était une routine. Ils avaient fait cela 1000 fois. Puis, la forêt explosa. Les arbres précoupés tombèrent simultanément. Ils s'écrasèrent sur la colonne mongole et divisèrent leur force en sections. Avant que les cavaliers ne puissent réagir, des flèches pleuvaient de la canopée. Elles n'étaient pas dirigées vers les cavaliers, mais vers les chevaux. Le plus grand atout des Mongols, leur mobilité, disparut instantanément alors que les chevaux tombaient ou paniquaient. Des guerriers entraînés à combattre à cheval se retrouvèrent à pied dans la neige profonde. Leurs arcs composites étaient moins efficaces, leur formation était brisée. C'était le génie du plan de Björn. Il n'a pas cherché à égaler les tactiques de cavalerie mongole. Il a éliminé entièrement la cavalerie comme facteur. La réponse mongole fut exemplaire. Les commandants de Kaidu ordonnèrent à la cavalerie lourde de charger à travers les arbres abattus. Leur but était de dégager l'embuscade. Ils envoyèrent la cavalerie légère flanquer à travers la forêt. Elle devait encercler les assaillants. Ils maintenaient leur formation et leur discipline même lorsque le chaos éclatait. C'étaient des soldats professionnels qui avaient déjà fait face à des embuscades. Mais ce qu'ils rencontrèrent dans ces bois défiait leur entraînement. Les guerriers les guerriers nordiques ne combattaient pas pas en formations ordonnées. Ils se déplaçaient individuellement à travers un terrain qu'ils connaissaient parfaitement. Ils apparaissaient derrière les arbres pour planter leurs lances dans les cavaliers exposés, puis ils disparaissaient dans la forêt avant que les Mongols ne puissent en réagir. La neige profonde qui ralentissait à peine les défenseurs en raquette piégeait complètement la cavalerie. Puis vint le feu. Les légendes parlent de Bahamnam, son nom parle de flammes courant sur la neige. Des interprétations modernes suggèrent que les hommes de Björn avaient préparé des canaux d'huile sous la surface de la neige. Ils attendaient l'homme.
C'était le moment parfait pour les enflammer. Que ce soit vrai ou exagéré au fil des siècles, le résultat fut catastrophique pour les Mongols. Le feu dans une forêt hivernale crée une panique sans égale en terrain découvert. Les chevaux, déjà effrayés et blessés, devinrent complètement incontrôlables. La discipline mongole, si soigneusement maintenue, se fissura. Des sections de la force tentèrent de battre en retraite. Elles se trouvèrent l'entrée de la vallée bloquée par davantage d'arbres abattus et de lanciers en attente. Kaidu lui-même, démontrant la brillance tactique qui lui avait valu son commandement, tenta de rallier ses forces. Il visait une percée coordonnée. Les légendes le décrivent en criant des ordres en plusieurs langues. Il essayait de reformer sa cavalerie pour une charge. Elle aurait percé l'embuscade. Pendant un instant, cela faillit fonctionner. Près de 2000 cavaliers se regroupèrent autour de leur général. Ils se préparaient pour un assaut dévastateur. Cela aurait brisé n'importe quelle défense conventionnelle. Mais Björn avait anticipé cela. Au moment où les Mongols se massèrent pour leur charge, ces réserves cachées surgirent. Ils frappèrent non pas la cavalerie elle-même, mais ils frappèrent les flancs de leur formation. Cela créa le chaos au moment précis où l'unité était la plus critique. Ce qui s'est passé ensuite est le point où la légende et la réalité probable se fondent l'une dans l'autre. Les sources nordiques parlent d'heures de combat rapprochés sauvages. Ce combat se déroulait dans la neige jusqu'à la taille. Il opposait des haches à des épées, des lances à des armures. C'était la détermination contre le désespoir. Elles décrivent des guerriers mongols combattant avec une compétence et un courage incroyables. Ils refusaient de céder même lorsque leurs avantages tactiques disparaissaient. Elle parle de Kaidu défiant Björn directement. Deux généraux combattaient en sachant que leurs forces les observaient. Les ballades affirment que Björn blessa Kaidu, mais lui épargna la vie. Il l'envoya vers le nord avec un message. Ce message disait « Dites à votre Khan que dans ces forêts, la peur court dans l'autre sens. Le résultat documenté fut dévastateur pour la force mongole. Nous pouvons faire confiance aux références éparses dans les sources ultérieures. Sur les 8000 hommes entrés dans la vallée, peut-être 3000 s'échappèrent. Beaucoup étaient blessés. Ce n'étaient pas les pertes même elles-mêmes qui importaient. Les Mongols avaient déjà perdu des forces plus importantes et s'en étaient remis. Ce furent le comment et le où qui créèrent l'impact psychologique. Ils avaient perdu sur un terrain qu'ils avaient choisi d'investir. Ils avaient perdu en utilisant des tactiques qu'ils avaient perfectionnées pendant des décennies. Ils avaient perdu face à une force représentant moins d'un 20e de leur taille. Le plus dangereux de tout, ils avaient perdu l'aura d'invincibilité. C'était leur arme la plus puissante. Les conséquences se propagèrent à travers la structure de commandement mongole. Les histoires officielles n'en feraient jamais mention. Kaidu retira ses forces survivantes vers le sud et l'est. Il ne s'aventura plus jamais dans ces forêts du nord. D'autres commandants entendirent cette histoire. Elle était officiellement niée, mais trop persistante pour être ignorée. Les territoires du nord, auparavant destinés à une conquête éventuelle, furent discrètement retirés des plans d'expansion. L'explication officielle fut que ces terres n'avaient aucune valeur stratégique. Elles ne généraient aucun tribut. Elles ne valaient pas les ressources nécessaires pour les contrôler. Mais en privé, dans les tentes de commandement, où les généraux parlaient honnêtement, tout le monde comprit la vraie raison. Ces forêts abritaient des ennemis qui ne pouvaient être effrayés. Le terrain annulait la supériorité de la cavalerie. Les défenseurs avaient prouvé que la réputation seule ne gagnait aucune bataille. Pour les descendants nordiques, la victoire devint légendaire d'une manière différente. Ils n'avaient pas sauvé un empire, ni empêché une conquête. Ils avaient prouvé quelque chose de plus fondamental. Aucune force n'est vraiment invincible. L'adaptation l'emporte sur la répétition.
La compréhension de votre environnement importe plus que le nombre supérieur. La Wolf Guard, selon les chants, se dispersa après la bataille. Ses membres retournèrent dans leur communauté. Ils portaient une histoire qui serait chantée pendant des générations. Ils avaient affronté la terreur de l'époque et l'avaient vraiment vaincue. Ils ne l'avaient pas fait en égalant les forces mongoles. Ils avaient forcé le combat sur des terrains où ces forces devenaient non pertinentes. Mais voici ce qui rend cette légende vraiment significative. Elle permet de comprendre l'histoire militaire. Les Mongols étaient de brillants guerriers adaptatifs. Ils apprenaient de chaque culture rencontrée. Pourtant, ils n'ont jamais développé de tactiques efficaces. Cela concernait la guerre en forêt dense par froid extrême. Pourquoi? Parce qu'après des rencontres comme celle-ci, purement fictives, ils reconnurent que certains territoires ne tenaient pas le coup de la conquête. Leur empire s'étendait sur des continents. Mais il avait des limites. Ces limites étaient déterminées non seulement par la géographie. Elle l'était aussi par la prise de conscience qu'une incursion dans chaque territoire possible étendrait fatalement leurs forces. La leçon plus large que la légende enseigne s'applique bien au-delà de la guerre médiévale. La supériorité militaire n'est pas absolue, elle est contextuelle. Les Mongols dominaient les terrains ouverts. Leur cavalerie pouvait y manœuvrer. Leurs archers pouvaient maintenir la distance. Mais mettez-les en forêt dense, neutralisez leurs chevaux, forcez le combat rapproché dans des conditions hivernales inconnues. Leurs avantages s'évaporaient. Les guerriers nordiques comprenaient cela intuitivement. Ils n'ont pas essayé de devenir des Mongols. Ils forcèrent les Mongols à devenir quelque chose d'autre. C'était quelque chose de non pratiqué, quelque chose de vulnérable. La dimension psychologique compte encore plus. Les Mongols bâtirent leur empire en partie sur la peur. C'était la connaissance que toute résistance était futile. Les villes se rendaient avant même le début des batailles. Tout le monde savait que les Mongols gagnaient toujours. Mais que se passe-t-il lorsque ce récit se fissure? Lorsque la nouvelle se répand qu'ils peuvent être battus, que leurs tactiques sont des faiblesses, que la détermination et la connaissance du terrain peuvent surmonter la supériorité numérique? La réponse est que l'arme psychologique perd son avantage. Une force militaire qui repose sur la dominance psychologique devient soudainement et dangereusement humaine. C'est pourquoi la légende persiste dans les traditions nordiques. Aucune chronique historique majeure ne la confirme pourtant. L'histoire sert un but au-delà de la documentation d'une seule bataille. Elle démontre que chaque pouvoir, quelle que soit sa domination, a des limites. La connaissance locale l'emporte sur l'expérience étrangère. Le terrain compte autant que l'entraînement. 300 guerriers qui comprennent leur environnement peuvent vaincre 8000 qui ne le comprennent pas. Que la bataille de la forêt gelée se soit déroulée exactement comme les chants le décrivent. Ou qu'elle soit une amalgamation de plusieurs escarmouches plus petites. Ou encore qu'elle soit une pure fiction conçue pour préserver la fierté culturelle. Les principes qu'elle enseigne restent tactiquement solides. Les historiens militaires modernes étudiant la guerre asymétrique trouvent des parallèles fascinants dans cette légende. Elle décrit ce que nous appellerions aujourd'hui des tactiques de guérilla. Ces tactiques étaient optimisées pour un terrain spécifique. Les défenseurs refusèrent de livrer la bataille voulue par leurs ennemis. Ils créèrent plutôt des conditions où la supériorité numérique et les tactiques conventionnelles devinrent des passifs. Ils utilisèrent le terrain comme multiplicateur de force. Ils transformèrent les forêts et la neige en armes aussi efficaces que l'acier. Ils ciblèrent dans les vulnérabilités psychologiques. Ils prouvèrent que l'invincible pouvait être vaincu. Ils brisèrent ainsi la peur qui était le plus grand atout des envahisseurs. Pour l'Empire mongol, des rencontres comme celle-ci marquèrent le début de la compréhension de leurs propres limites.
cela que cette rencontre spécifique ait eu lieu ou non. En 1260, leur expansion s'était arrêtée. Ils avaient atteint des limites naturelles. L'océan à l'est, les déserts et les montagnes au sud, les forêts et les zones climatiques au nord et à l'ouest. C'est là que leur tactique basée sur la cavalerie perdait de leur efficacité. L'Empire, qui semblait destiné à conquérir le monde, reconnut que certaines conquêtes coûtaient plus qu'elles ne rapportaient. Cet héritage, la compréhension des limites stratégiques, influença la manière dont les États successeurs et les empires ultérieurs abordèrent l'expansion. Reconnaître ce que vous ne pouvez pas conquérir est aussi important que de savoir ce que vous pouvez. L'histoire de Bjorn Ironhand et de la Wolfguard, quelle que soit sa base historique, résonne. Elle parle de désirs humains universels. Elle nous fait croire que David peut vaincre Goliath. L'avantage à domicile compte. La détermination peut surmonter les difficultés, mais elle le fait tout en restant tactiquement plausible. Chaque élément de la bataille décrite représente une saine pensée militaire. Cela va de la préparation du terrain à l'exécution tactique. C'est appliqué à un scénario spécifique. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une guerre intelligente. Alors, que retenons-nous de cette légende? Premièrement, la réputation n'est pas la réalité. Les Mongols bâtirent un empire en partie sur la dominance psychologique. C'était la croyance que la résistance était inutile. Mais une croyance peut être brisée par une seule défaite inattendue. Deuxièmement, la compréhension de l'environnement est cruciale. Les guerriers nordiques gagnèrent parce qu'ils connaissaient intimement leur terrain. Ils l'utilisèrent avec maîtrise. Troisièmement, l'adaptation l'emporte sur la répétition. Les Mongols utilisèrent les mêmes excellentes tactiques à plusieurs reprises. Les Nordiques créèrent un scénario où ces tactiques échouèrent complètement. Et enfin, la peur court dans les deux sens. Les envahisseurs qui comptaient sur la terreur découvrirent que dans de mauvaises circonstances, ils pouvaient la ressentir eux-mêmes. Les forêts du Nord, selon ces vieilles histoires, devinrent un lieu que les Mongols apprirent à éviter. Non pas qu'ils ne pouvaient pas y combattre. C'était parce que le coup dépassait tout gain possible. C'est la victoire ultime. Ce n'est pas de détruire votre ennemi, c'est de le faire choisir de vous laisser tranquille. C'est une leçon qui résonne à travers l'histoire militaire. Elle va des frontières racènes dans ces frontières romaines aux conflits modernes. Certains lieux résistent à la conquête non par une force supérieure. C'est en rendant la conquête insoutenable. Que vous croyiez que cette bataille s'est déroulée comme décrit. Qu'elle s'est passée différemment de ce que les chants racontent, ou qu'elle n'ait jamais eu lieu du tout. La légende elle-même est devenue puissante. Elle est entrée dans la mémoire culturelle des peuples du Nord. C'était la preuve que l'inarrêtable pouvait être arrêté. Elle leur rappela que leurs ancêtres s'étaient dressés contre la plus grande menace de l'époque et avaient gagné. Elle enseigna des leçons tactiques sur le terrain, la préparation et la guerre psychologique. Ces leçons restèrent pertinentes pendant des siècles. Elle a défié le récit selon lequel la supériorité militaire est une destinée. Elle a prouvé que le contexte, la connaissance et la détermination comptent plus que les nombres. L'Empire mongol continua pendant des générations. Il se fragmenta finalement en États successeurs. Ceux-ci régnaient sur de vastes territoires. Mais l'ère de l'expansion illimitée prit fin. Les frontières se stabilisèrent. Parmi les raisons, jamais officiellement reconnues, se trouvaient des rencontres. Ces rencontres se déroulaient sur des terrains où les avantages mongols disparaissaient. Les défenseurs locaux prouvèrent que l'adaptation et la connaissance de l'environnement pouvaient vaincre la machine militaire la plus sophistiquée produite par le monde médiéval. Les forêts se souvinrent de ce que les histoires naissants avaient oublié. C'est le pouvoir de la légende. Elle préserve des vérités que les archives officielles omettent.
La vérité est que la peur n'est pas incassable. L'invincibilité est une illusion. L'avantage à domicile est réel. 300 guerriers déterminés au bon endroit peuvent changer les calculs d'un empire. Que Bjorn Ironhand ait jamais existé. Que la Wolfguard ait jamais combattu. Que la bataille de la forêt gelée ait jamais eu lieu. La leçon demeure. La leçon est qu'en fin de compte, chaque empire atteint des limites. Le coût de l'expansion y dépasse ses avantages. La leçon est que comprendre ses limites est sagesse et non faiblesse. La leçon est que parfois, la plus grande victoire c'est de faire décider à votre ennemi que vous ne valez pas la peine d'être combattu. Donc, si l'on vous demande si les Vikings auraient pu arrêter les Mongols, la réponse est nuancée. En terrain ouvert, dans une bataille conventionnelle, probablement pas. La cavalerie mongole aurait dominé, mais dans les bonnes circonstances, dans les forêts et la neige, avec de la préparation et la connaissance du terrain, avec des tactiques conçues spécifiquement pour neutraliser les avantages mongols. Les légendes disent oui. Les légendes disent oui. Et que l'histoire dise oui ou non, la possibilité elle-même changea la façon dont les empires pensaient l'expansion. C'est la vraie victoire. Ce n'est pas de gagner une bataille. C'est de changer les calculs stratégiques de l'ennemi. Les faire choisir la paix plutôt que la conquête. Leur faire craindre le coup plus qu'ils ne désirent le prix. La forêt gelée et c'est calme maintenant. Cela, si elle a jamais existé au-delà de la légende. Mais la mémoire persiste. La mémoire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, l'inarrêtable fut arrêté. L'inconquérable fut conquis. L'invincible a saigné. Et l'empire qui régnait sur la moitié du monde apprit que certains lieux, certaines personnes, certains terrains sont mieux laissés tranquilles. Cette leçon résonna à travers des siècles de pensée militaire. Elle influença la manière dont les empires ultérieurs abordèrent leurs propres frontières. Parfois, les plus grandes victoires sont celles qui empêchent entièrement les futures batailles. Que pensez-vous de cette confrontation légendaire? Un petit nombre de défenseurs pourrait-il vraiment vaincre des attaquants largement supérieurs grâce à l'avantage du terrain et à la brillance tactique? L'histoire regorge d'histoires similaires, depuis les Thermopyles jusqu'à la guérilla moderne. Les détails changent, mais les principes demeurent. Connaissez votre terrain. Utilisez vos avantages. Refusez de livrer la bataille de votre ennemi. Et parfois, contre toute attente, David vainc réellement Goliath. C'est pourquoi des légendes comme celle-ci perdurent. Elles représentent des possibilités qui répondent à nos espoirs les plus profonds. Ces espoirs concernent le courage, l'intelligence et le refus de capituler face à des obstacles écrasants. Que cela se soit produit ou non, nous voulons croire que cela aurait pu arriver. Et peut-être que cette croyance est ce qui nous pousse à étudier l'histoire. Nous cherchons les moments où l'impossible est devenu réel.